Occident et Europe sont deux mots auxquels on attribue bien souvent, sans réfléchir, le même sens. Il est vrai que pendant très longtemps, l'Occident coïncidait avec l'idée de civilisation européenne. Par exemple, quand le roi de Pologne Jean III Sobieski vainquit les Turcs à Vienne en 1683, le pape de l'époque, Innocent XI, le surnomma sauveur de Vienne et de la civilisation occidentale. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. De réalité civilisationnelle inscrite dans une terre bien particulière, l'Occident n'est-il pas devenu de nos jours un projet et un mode de vie à part entière? Un mode de vie non seulement distinct de la civilisation européenne, mais même surtout opposé à elle. Et si, pour vivre, l'Europe devait se défaire de l'Occident? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Guillaume Faye et ses réflexions sur l'Occident comme déclin. Sans avoir forcément lu le livre d'Oswald Spengler, tout le monde a déjà entendu cette expression de déclin de l'Occident. Quand on est de droite, il s'agit en effet d'une expression qu'on accepte généralement sans prendre la peine d'y réfléchir profondément. Mais les raisons de parler de déclin de l'Occident sont nombreuses. On pensera notamment au bouleversement démographique de l'Europe, au vieillissement de la population européenne, à la fin de la culture classique et à ce que Renaud Camus nomme la grande déculturation, au déclin du courage, etc. Néanmoins, je voudrais dans cette vidéo, avec l'aide de Guillaume Faye, apporter une perspective quelque peu différente. Non pas nier la réalité de toutes ces menaces, bien au contraire, mais leur apporter un sens un peu différent de celui qu'on donne généralement. Et pour ce faire, je me fonderai principalement sur un texte de Guillaume Faye, aussi incisif que profond, à savoir non pas le déclin de l'Occident, mais l'Occident comme déclin. J'ai déjà abordé la figure de Guillaume Faye, je lui ai même consacré ma toute première vidéo sur la notion d'archéofuturisme, mais aujourd'hui, je voudrais aborder un texte plus ancien de Faye, un texte issu de la première partie de son aventure intellectuelle, écrit en 1984, soit 3 ans après Le système a tué les peuples, et écrit au même moment que Contre l'économisme ou La nouvelle société de consommation par exemple. Il s'agit donc, je l'ai déjà dit, de l'Occident comme déclin, dans lequel on voit déjà poindre certaines prémices de la pensée archéofuturiste qu'il développera une quinzaine d'années plus tard, mais on y trouve surtout une analyse d'une profonde acuité intellectuelle de la situation politique et idéologique de l'Europe, et très sincèrement, ce texte n'a presque pas pris une ride aujourd'hui. Même s'il ne s'agit pas forcément du texte le plus connu de Guillaume Faye de nos jours, dans la nouvelle génération des hommes et des militants de droite, je me demande s'il ne s'agit pas d'un de ses meilleurs livres. C'est pourquoi j'ai tenu à en parler en vidéo aujourd'hui. La pensée de Guillaume Faye a évidemment évolué avec les années et il apportera certaines nuances à sa critique de l'Occident et des États-Unis. J'en dirai quelques mots à la toute fin de la vidéo. Néanmoins, on trouve dans ce texte généralement le cœur de sa pensée politique et philosophique qui constitue en quelque sorte la matrice de tous ses développements ultérieurs. Sans plus attendre, passons maintenant au contenu de l'ouvrage. Le texte est divisé en 7 chapitres dont je vais respecter l'ordre sans forcément détailler chaque chapitre de la même façon et je vais essayer d'en faire ressortir les éléments les plus importants. Le texte commence donc tout d'abord par ce chapitre « Cosmopolis, l'Occident comme non-lieu ». En quelques pages lumineuses, Guillaume Faye décrit l'évolution de l'Occident comme réalité géographique tout d'abord, se déplaçant d'est en ouest pour devenir ensuite une idéologie à part entière, voire un modèle de société. Parti de la Grèce, puis se déplaçant vers l'Italie, puis vers la France et l'Angleterre, c'est enfin en Amérique que l'Occident trouve son épicentre. Mais en s'étendant de plus en plus, en devenant quelque chose de planétaire, dit Guillaume Faye, l'Occident devient de plus en plus un ensemble flou et indéfini qu'on retrouve dans de nombreux pays hors de la première zone d'influence, hors de la première zone civilisationnelle de l'Occident. Ainsi que l'écrit Faye, si les États-Unis le dominent encore, l'Occident prend toujours plus le visage d'une qualification et non d'une appartenance, d'une qualification qui traverse chaque nation.
L'Occident ou la civilisation occidentale désigne les lieux où le système occidental sévit. Alors évidemment, il y a des pays plus occidentaux que d'autres, comme les pays anglo-saxons par exemple, qui constituent le noyau historique de la civilisation occidentale. Il y a des pays très occidentaux comme l'Allemagne par exemple, ou des pays moins occidentaux peut-être, mais en définitive, peu de pays pourront échapper à l'Occident. Or, si l'Occident en vient à se diffuser partout, il arrive qu'à terme, il n'ait plus d'ancrage nulle part. C'est pourquoi, écrit Guillaume Faye, l'Occident est appelé à perdre toute vertu spécifiante. Être occidental, c'est se voir déqualifié plutôt que qualifié. Et singulièrement pour les Européens, qui perdent dans l'affaire la possibilité même de se désigner valablement en se disant occidentaux. Si l'Indien, par exemple, peut demeurer indien et occidental, l'Allemand ou le Hollandais sont appelés à ne plus être qu'occidentaux, c'est-à-dire au fond, plus rien. Négligeant les frontières, les États, les religions, l'Occident recouvre beaucoup plus qu'une réalité géopolitique ou qu'une solidarité diplomatique avec le monde libre. Il déborde largement ce cadre. Il est, dans son essence, l'installation mondiale d'un type de société, celui de l'américanosphère. Cette idée d'américanosphère et de style de vie américanomorphe est capitale. Car si tous les pays ne se sentent pas intégrés au club occidental de la même façon, le moindre défaut d'identification à la source des idées occidentales, c'est-à-dire le mode de vie cosmopolite américain, est inexorablement cause d'anxiété et d'insatisfaction nationale. Cela conduit la planète entière, dit Faye, à éprouver une sorte de complexe d'identification face à cette norme culturelle universelle ainsi qu'une honte schizophrénique. Mais en tant qu'Européens, on pourrait se dire que ce n'est pas bien grave. Après tout, si l'Occident est né de l'Europe, on pourrait très bien le voir comme un prolongement de la civilisation européenne. Or, c'est là que Guillaume Faye attire notre attention. L'Occident, dans sa dimension américanomorphe, se constitue aussi sur un refus de l'Europe. Pour illustrer ce fait, Guillaume Faye prend le cas de la Grèce antique et contemporaine. La culture grecque, par un incroyable retournement, apparaît alors, et pas seulement hélas aux touristes, orientale pour les Occidentaux, alors qu'elle demeure en Europe un exemple d'authenticité et d'enracinement ancestral presque unique, alors que dans ses formes linguistiques, musicales, religieuses, économiques et familiales, elle s'avère pour les historiens et les sociologues profondément européenne. En Grèce, et à un moindre degré dans tous les autres pays européens, la norme occidentale rend le peuple étranger à lui-même, étranger à sa propre culture, celle-ci devenant objet d'ethnologie ou se trouvant sectorisée et neutralisée dans le folklore. La différence essentielle entre les normes culturelles traditionnelles et la normalité occidentale tient à ce que les premières se définissaient par rapport aux normes culturelles d'autres ethnies ou d'autres régions, selon une logique différentialiste, alors que la seconde se pose elle-même comme la normalité, ayant valeur à l'universalisation et désignant de fait les autres cultures comme atypiques ou moralement anormales, comme sauvages et appelées à se voir civilisées, c'est-à-dire domestiquées. Or, cette domestication des peuples en vue de l'occidentalisation du monde se fait au moyen d'une culture mondiale de masse. À la suite d'Arnold Gehlen, Guillaume Faye distingue trois types de cultures normalisées qui coexistent les unes à côté des autres. Premièrement, une culture mondiale de masse à proprement parler, dans la musique, dans le cinéma, dans le vêtement, dans le mobilier, dans l'alimentation, etc., que sais-je encore, toutes sortes d'arts qui se ressemblent toujours de plus en plus et dont la fonction première est distractive. Deuxièmement, dit Guillaume Faye, une culture absconse et élitaire, et non pas élitiste au sens réel du mot, car quand bien même elle serait très abstraite, comme l'est l'art contemporain, elle n'en est pas moins universaliste. Sa fonction réelle est en fait discriminatoire socialement. Elle se substitue aux anciens découpages ethnoculturels pour affirmer une autre distinction, une distinction entre ceux qui adhèrent pleinement aux valeurs occidentales et ceux qui sont encore arriérés. Et troisièmement, une culture muséique, muséifiée, qui se contente de codifier la mémoire collective dans le but de transformer le passé culturel propre à chaque nation en un stock folklorique normalisé, qualifié par exemple de patrimoine de l'humanité. Sous couvert de préservation de la culture muséifiée, musaïque, consacre en vérité la mort du passé. Et à travers cette culture mondiale de masse s'instaure un imaginaire occidental. Et l'exemple le plus frappant de cette normalisation culturelle est celui de la dite culture des jeunes.
À partir de l'après-guerre, et sous couvert d'un esprit contestataire et rebelle, la culture de la jeunesse visait à créer la première classe bourgeoise occidentalisée de l'histoire, communiant dans la même musique et dans les mêmes mœurs. Cela était vrai dans les années 80, quand Guillaume Fay a écrit son texte. Cela est plus vrai encore de nos jours, si ce n'est que le niveau de cette culture mondiale de masse est encore plus affligeant. C'est ainsi que, même s'il se vit comme une réalité culturelle et géopolitique, l'Occident se vit aussi et surtout comme une idéologie, d'autant plus cohérente et structurée qu'elle est totalitaire. Après avoir fait ce constat de l'Occident comme non-lieu, voyons maintenant en quoi consiste cette idéologie occidentale à proprement parler. Le second chapitre du texte commence par ce titre, hautement évocateur, « Fin de l'idéologie » ou « Idéologie de la fin ». Parler d'idéologie occidentale, comme s'il n'y en avait qu'une seule, peut paraître quelque peu provocateur, voire caricatural. En effet, l'Occident, de prime abord, semble marqué par un certain pluralisme et par une variété d'idéologies en son sein, comme le libéralisme, le marxisme, le socialisme, etc. Néanmoins, dit Fay, quand on les regarde d'un peu plus près, on est amené à se demander si toutes ces idéologies ne sont pas fédérées autour d'un même fond originel commun. Si elles ne partagent pas une même représentation ou conception du monde, au sens dumézilien du terme, qu'on pourrait lire en filigrane dans chacune d'entre elles, en ceci qu'elles partent toutes des mêmes axiomes. S'appuyant sur les travaux de Louis Dumont, qui avait montré que, en dépit de la variété de doctrines politiques et sociales que nous connaissons, nous vivons sous l'empire d'une idéologie commune, dite moderne, caractérisée par une pensée de l'égalité, et opposée à l'idéologie, ou plutôt aux idéologies traditionnelles, caractérisée, elle, par l'idée de hiérarchie, Guillaume Fay estimait que cette idéologie moderne, qu'il préférait appeler occidentale ou économiste plutôt que moderne, Guillaume Fay estimait donc que cette idéologie occidentale était caractérisée, dans son essence, par l'individualisme égalitaire. Et c'est cet individualisme égalitaire qui constitue le noyau de l'idéologie occidentale. Et c'est pourquoi des philosophies aussi différentes que le libéralisme ou le marxisme, différentes dans leur théorie comme dans leur pratique de classe, appartiennent au fond à cette même idéologie occidentale égalitaire, car elles partagent les mêmes postulats philosophiques. Et Guillaume Fay distingue trois postulats en particulier, qui constituent selon lui la triade fondamentale de l'idéologie occidentale, sur laquelle repose sa tendance à vouloir normaliser le monde. Le premier postulat ou le premier concept central est celui d'individu. Un peu comme Marcel Decorte, dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, Fay voit dans l'individualisme moderne la transposition sécularisée de l'individualisme religieux chrétien, ce qui a pour effet de ne plus voir dans la société qu'un agrégat mécanique d'individus et non une communauté organique. Le deuxième concept est celui de bonheur. Faire le bonheur des individus plutôt que de gouverner des communautés, tel est l'objet que les idéologies occidentales assignent aux États modernes. Faire le bonheur socio-économique des individus, de chaque citoyen, tel est le but de toutes les idéologies occidentales, ce qui les différencie des autres fonctions que d'autres époques ou d'autres cultures assignent à la souveraineté. Or, une telle finalité ne peut se réaliser dans l'idéologie occidentale qu'au moyen de son troisième concept central, à savoir la raison. La raison, qui n'est plus la raison au sens où l'entendaient les anciens Grecs, mais plutôt la raison gestionnaire et planificatrice, technique et productive, dont le but est d'organiser rationnellement la société en vue du bonheur individuel. Ainsi donc, dit Guillaume Fay, le postulat final de l'idéologie peut alors se résumer par la formule « réaliser le bonheur socio-économique de l'individu par une organisation technique, par une normalisation rationnelle de la société ». Cet objectif, qui est lui-même envisagé comme le summum du raisonnable, constitue le fond commun du modèle occidental de civilisation et se trouve porté par toutes les idéologies modernes, des plus progressistes aux plus réactionnaires. Il s'est tellement intériorisé dans les mentalités collectives qu'il nous semble naturel, commun à tous les âges, alors qu'il faudrait le considérer avec relativité comme le propre culturel de l'Occident. Ainsi donc, du fait de ces postulats philosophiques désormais universellement partagés dans la sphère occidentale, toutes les sociétés de celle-ci convergent vers des formes sociales et idéologiques communes, consistant, dit Fay, à réaliser une société de consommation harmonieuse sous le management d'un État-nation providentialiste. Mais selon Fay, nous serions en train de vivre le troisième et dernier âge de l'égalitarisme,
après l'âge religieux de la promulgation des droits de l'homme et l'âge bourgeois, c'est-à-dire un âge où l'idéologie égalitaire se présente moins comme un ensemble de valeurs exogènes, c'est-à-dire extérieures à nous-mêmes et devant encore lutter contre les formes hiérarchiques de la tradition. Non, le dernier âge de l'égalitarisme est celui où l'idéologie occidentale et égalitaire se présente comme un code de conduite parfaitement intériorisé, au point qu'il en devient presque naturel. Les valeurs de l'égalitarisme, dit Faye, sont vécues, intériorisées, intégrées comme jamais auparavant dans les comportements individuels et sociaux, mais elles se voient de moins en moins pensées. L'idéologie égalitaire n'est plus une pensée subversive devant encore s'imposer, elle est pleinement devenue une praxis sociale. L'idéologie occidentale poursuit donc une œuvre de normalisation universelle légitimée par la philosophie des droits de l'homme, qui repose sur l'affirmation selon laquelle tous les hommes ont les mêmes besoins. Elle se représente donc l'image d'un homme normal, l'individu consommateur occidental en quelques mots, qu'elle projette sur le reste du monde, estimant que tout doit être mis en œuvre pour le bonheur et le bien-être de cet individu consommateur. Tout le projet de l'idéologie occidentale, qu'elle soit libérale ou socialiste, consiste en la construction d'une société planétaire définie et élaborée par l'économie, rationnelle et égalitaire, et dont la justice se définit, dit Faye, comme le point terminal des histoires et des destins politiques particuliers, réputés bellogènes et répressifs. Une harmonie heureuse, non conflictuelle, est donc le but promu par l'idéologie occidentale. Naturellement, d'autres idéologies que l'idéologie occidentale se sont développées entre les XVIIIe et XXIe siècles, comme le romantisme allemand, les diverses pensées contre-révolutionnaires ou le vitalisme nietzschéen par exemple. Néanmoins, force est de constater que ces diverses idéologies n'ont eu qu'une influence très limitée au cours de ces derniers siècles, sauf en de très brèves occasions qui furent très vite contrecarrées. Néanmoins, la présence de ces autres idéologies, même souterraines, nous indique qu'une autre mentalité existe encore dans le substrat européen, une mentalité dont le système de valeurs est radicalement différent de celui de l'égalitarisme et qui n'a pas encore dit son dernier mot. Reprenons donc les idées de Konrad Lorenz, Faye oppose l'humanité civilisée, c'est-à-dire selon les mots de Lorenz, une humanité domestiquée par la civilisation occidentale, à une humanité culturée, c'est-à-dire possédant en Europe ou ailleurs ses propres normes culturelles spécifiques et relatives. Ce qui fait la force de l'idéologie occidentale, c'est son fond religieux. Comme le remarque Guillaume Faye, les idéologies ne naissent pas par hasard, ex nihilo. Ce sont les religions, par leur prégnance et par leur puissance sur les esprits, qui sont à l'origine des grandes idéologies que traversent les civilisations. À l'instar de Marcel de Corte, et bien qu'il n'appartienne pas du tout à la même tradition philosophique que ce dernier, Faye estime que l'idéologie occidentale dominante est le fruit d'une sécularisation du christianisme. Je n'insisterai pas trop sur ce point, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur ce sujet, mais pour faire court, Faye estimait qu'il ne pouvait pas y avoir d'idéologie forte, proprement laïque, mais seulement une transposition dans un contenant laïque d'un contenu mythique. Ainsi que l'écrit Faye, on a pu voir par exemple comment Luther et Calvin ont été à l'origine de la laïcisation des thèmes chrétiens dans le domaine social et politique par l'intermédiaire de philosophes qui professaient une grande neutralité religieuse, voire même un athéisme affiché. L'école de Francfort elle-même n'aurait pas eu un tel impact si elle n'avait pas exprimé à travers son discours tout l'imaginaire du judaïsme. Ainsi, la grande idéologie égalitaire, humanitaire et individualiste, qui traverse et se confond avec l'histoire occidentale jusqu'à présent, n'aurait pas pu voir le jour, progresser, se régénérer à chaque nouveau moment épocal, sans l'injection de linéaments religieux. Il semble qu'une idéologie ne puisse pas être autre chose, tout au moins jusqu'à maintenant, que la traduction d'une transcendance. Cela nous en dit long sur la prétendue rationalité des sociétés humaines. L'individualisme, l'idée d'égalité, le communisme, le rationalisme lui-même, bref, toutes les idées qui préforment la civilisation occidentale se greffent sur des concepts religieux, païens quelquefois, par exemple l'héritage du stoïcisme, mais chrétiens la plupart du temps. Ce n'est pas étonnant. Seule la mobilisation intense de l'esprit par la religion, par la force de l'extramondain, peut donner lieu à des idées, à des valeurs durables dans la société. Il n'y a pas d'idée sociogénique. Ainsi donc, l'origine de l'idéologie occidentale est religieuse, mais sa fin ne l'est pas moins, à savoir la fin du politique.
Des marxistes aux pseudo-conservateurs en passant par les gauchistes du moment, l'idéologie occidentale ne vise pas le politique, mais l'économique et la technique, dans le but, on l'a dit, de construire un monde homogène, sans histoire, et débarrassé de la polarité ami-ennemi, dans une sorte de pâle imitation de la parousie finale. Ainsi donc, est politique aujourd'hui tout mouvement de résistance ethno-nationale contre ce projet de normalisation occidentale. En effet, dans un paradoxe déjà annoncé par Carl Schmitt, nos sociétés sont inondées de politique tout en étant dépolitisées. Le politique est partout, sauf dans la politique, dit Guillaume Fay. Ce qu'on appelle la politique politicienne est le lieu d'un spectacle médiatique et non plus le lieu des grands enjeux nationaux. Et cela pour une raison bien simple. Les idées des partis politiques ne sont plus des idées politiques, mais des idées électorales, commerciales et publicitaires s'inscrivant dans un même système de valeurs uniques. Ainsi donc, dans une telle configuration, gauche et droite politicienne se ressemblent de plus en plus, dit Guillaume Fay. Gauche et droite occidentale partagent en commun une haine implicite du politique. Le politique est en effet consubstantiellement insoluble dans l'alcool des idéologies occidentales. Qui dit politique dit lutte, inégalité, pouvoir, puissance et surtout projet historique. Tout cela ressorti d'un psychisme faustien, d'une mythologie aventureuse et inégalitaire, incompatible avec le minimum commun de la gauche et de l'archéo-droite occidentale, toutes deux issues de l'évangélisme chrétien. Le politique suppose aussi par nature, outre les effets de domination, l'organisation différentialiste du monde et l'exaltation des entités et des volontés nationales, comme l'irréductibilité des peuples comme entité historique. Ces caractéristiques s'opposent radicalement au projet des idéologies occidentales, unifier la Terre et l'humanité. L'humanisme et le progressisme sont philosophiquement apolitiques. Ils peuvent provisoirement faire de la politique dans le but de liquider le politique, mais en aucun cas souscrire à l'essence du politique. Pour comprendre ce qu'il veut dire, prenons quelques exemples concrets. Des hommes comme Richelieu, Bismarck, Bonaparte ou Périclès par exemple, étaient des hommes politiques. En revanche, des hommes comme Marx, Jefferson ou Robespierre, dit Guillaume Fay, n'étaient pas des hommes politiques. Pour quelle raison? Eh bien pour la raison bien simple que les premières personnes que j'ai citées avaient pour objectif l'auto-affirmation d'une entité nationale au milieu d'autres puissances en lice. Les seconds, eux, se préoccupaient uniquement du passage d'une idéologie abstraite dans un donné social supposé devenir universel. Les premiers désignaient l'ennemi d'une entité politique donnée pour conquérir une position dominante sur un adversaire qui n'avait rien d'absolu, sans vouloir pour autant aboutir à l'homogénéisation du monde. C'est pourquoi le maintien de la politique, de ses tensions et même de ses oppressions est la condition nécessaire de l'autonomie et de la liberté, de l'existence de personnalités collectives et individuelles. En revanche, l'humanisme apolitique est totalitaire. Lorsque le lieu du pouvoir a disparu, lorsque la censure et l'oppression sont partout et nulle part, lorsque la légitimité des pseudo-États se fonde sur la philosophie des droits de l'homme, sur la non-violence et sur le concept de liberté individuelle, alors c'est le déchaînement de la pire des violences. Face à la société occidentale, irénique, humanitaire et économiste, individualiste et égalitaire, comme la rêvent les belles âmes de l'idéologie antipolitique des droits de l'homme, aucune révolte, aucune auto-affirmation n'est possible. Le grand frère omniprésent remplace les princes. L'idéologie unique entre dans les cerveaux, chacun devient son propre censeur, son propre oppresseur. Chacun est maître et esclave à la fois. Maître, car auteur de son propre désir d'intégration dans le système. Esclave, car soumis à cette auto-aliénation et abdiquant sa propre volonté de puissance. En préservant la dialectique maître-esclave et la polarité ami-ennemi, qui sont selon nous les deux déterminants de l'essence du politique, on fait œuvre de salut, on travaille dans le sens de l'humain, c'est-à-dire de l'espèce. Et Guillaume Fay de rappeler certains points capitaux. Premièrement, l'essence du totalitarisme est son apolitisme. Le politique, même coercitif, est rarement totalitaire. Deuxièmement, une authentique idéologie de la libération doit être politique. Ensuite, une authentique idéologie de la libération doit admettre cette catégorie fondamentale du politique qu'est l'unité politique, c'est-à-dire la lutte pour la volonté de la nation. Et enfin, est à la fois politique et libérateur, ce qui lutte pour une planète constituée de nations-peuples en compétition de volontés et de projets les unes avec les autres. Le conflit est l'ordre du monde. Il n'y a pas d'ordre véritable sans la conscience que le conflit est intrinsèquement lié à la vie.
Or, la grande caractéristique de l'idéologie occidentale est la résorption, l'évacuation du conflit sous toutes ses formes. Il s'agit en effet d'une réalité assez largement honnie par nos contemporains qui préfèrent se réfugier dans toutes sortes de rêveries apolitiques dans lesquelles le conflit n'a pas sa place. Le désir de sécurité en vient alors à dominer la société tout entière. C'est ainsi pourtant que nous en arrivons à une situation tout à fait paradoxale. Le désir de sécurité, passant par la négation de tout conflit, se heurte en effet à une grande contradiction que relève Faye. L'humanitarisme, qui nie le caractère tout à fait résolument conflictuel de la vie, coexiste en effet difficilement avec la réalité sécuritaire et criminelle du pays. D'un côté, l'emprise de la philosophie des droits de l'homme fait imaginer une société entièrement harmonieuse et pacifiée, et de l'autre, on assiste à une hausse de plus en plus importante de l'agressivité individuelle au quotidien. Notre société est donc en proie à une profonde schizophrénie. D'un côté, l'idéologie de la non-violence devient une sorte de valeur obligatoire, un leitmotiv constant. De l'autre, l'agressivité et l'insécurité progressent sans frein du fait de l'atomisation de la société qui empêche toute solution proprement politique. Ainsi donc, l'agressivité et le conflit sont tout aussi présents de nos jours qu'autrefois, si ce n'est même beaucoup plus, mais ils ne sont pas vécus de la même manière. Le conflit n'est plus intégré dans une vision du monde réaliste et il perd ainsi tout sens social. Les multiples agressions du quotidien ne sont donc plus comprises politiquement, elles ne peuvent plus être comprises politiquement, mais uniquement comme des anomalies individuelles causées par des dysfonctionnements ou par des imperfections dans la machine techno-économique de l'État moderne. Les multiples formes d'agressivité quotidienne ne sont alors plus comprises que sous le prisme de l'accident. Le conflit, lorsqu'il apparaît, dit Faye, est donné comme accidentel, comme relevant d'une pathologie sociale ou d'une fatalité. Mais comme il n'est plus compris de manière politique, c'est-à-dire en faisant place au conflit et en accordant toute l'importance qu'il faut à la dialectique de l'ami et de l'ennemi, les multiples formes d'agressivité quotidienne ne génèrent plus aucune réaction de solidarité. Et c'est bien normal, remarque Faye avec beaucoup de lucidité. La peur de tout conflit, le rêve de fraternalisme ne correspondent d'ailleurs pas à des sentiments communautaires, mais à un profond égoïsme. Il s'agit d'être bien avec tout le monde, mais en même temps de préserver son hédonisme individuel. Au pôle altruisme-combat, caractéristique du psychisme communautaire, s'est substitué le pôle égotisme-universalisme pacifique. Alors qu'une mentalité agonale va de pair généralement avec l'altruisme envers les proches, toujours peu nombreux, les pacifismes et les fraternalismes humanitaires modernes sont le fait d'individus profondément embourgeoisés, c'est-à-dire très pénétrés de la mentalité obsidionale du consommateur et de l'homo economicus calculateur. La morale marchande de l'intérêt justifie d'ailleurs par des principes humanistes une horreur du conflit et un fraternalisme général dont le véritable fondement n'est pas éthique, mais économique, c'est-à-dire assis sur la crainte qu'un conflit ne vienne perturber le cours normal du confort individuel et du bien-être garanti par la technocratie. En effet, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, le conflit est générateur de sociabilité et de liens communautaires. Le conflit, vécu et intégré politiquement, mobilise les sentiments et intensifie les appartenances. En accord avec l'éthologie contemporaine, on peut dire qu'un groupe humain se définit d'abord contre un voisin qui le menace. D'une certaine façon, l'homme cherche les agressions auxquelles il va répondre par une contre-agression, et c'est ainsi qu'il organise son amitié et son amour en fonction d'une défense de ce qu'il aime face à ses ennemis. Ainsi donc, la polarité ami-ennemi, définie et analysée par Schmitt, trouve en quelque sorte ses racines dans l'anthropologie et dans la biologie éthologique. D'Héraclite à Konrad Lorenz, tous les esprits réalistes reconnaissent que le conflit est la base, la matière première de la vie sociale et du politique. C'est ainsi qu'après avoir passé en revue toutes les caractéristiques de l'idéologie occidentale, Guillaume Faye en arrive enfin au cœur de son sujet, à savoir le déclin. En apparence, dit-il, la thèse d'Oswald Spengler est erronée. Alors que ce dernier annonçait pour le XXe siècle le déclin de l'Occident, nous assistons au contraire à l'occidentalisation de la planète tout entière, l'Occident devenant même le paradigme du genre humain. Au fond, la thèse de Faye est très simple, je le cite, « L'Occident n'est pas en déclin, il est même au contraire en expansion, mais il est le déclin. Et il est le déclin depuis ses origines, depuis
le décollage de ses fondements idéologiques au XVIIIe siècle. L'Europe, elle, n'est qu'en décadence. Le déclin qui caractérise l'Occident est tout à fait atypique si on le compare au déclin d'autres civilisations, car il connaît une expansion toujours plus impressionnante de ses modèles économiques et idéologiques au détriment des traditions des peuples, de leur souveraineté et de leur culture. Au lieu de vivre des déclins globaux et linéaires, comme les autres civilisations qui nous ont précédés, nous subissons ce que l'on pourrait nommer un déclin emboîté dans une expansion, comme si la civilisation occidentale était une machine devenue folle, son centre implose tandis que sa périphérie explose. L'Europe régresse, l'Occident se répand. Le sens disparaît, les formes croissent. Le sang s'évapore, mais les veines se ramifient en réseaux de plus en plus vides. De moins en moins de cerveau, mais de plus en plus de corps et de muscles. De moins en moins d'humanité, mais de plus en plus d'hommes. De moins en moins de culture, mais de plus en plus de civilisation. Tout cela ressemble étrangement à une prolifération cancéreuse. Un cancer, en effet, c'est le déclin de la différenciation qualitative des cellules au profit du triomphe de la reproduction quantitative. Sous l'apparence d'une grande santé et d'une juvénilité, c'est en vérité l'entropie qui marque l'Occident, c'est-à-dire l'homogénéisation de toute forme de vie et de la civilisation. Or, selon la biologie, comme selon l'astrophysique, dit Faye, l'entropie est le véritable marqueur du déclin. Croissance de cellules cancéreuses indifférenciées ou déperdition d'énergie par homogénéisation. C'est en ce sens que l'essence de l'Occident, c'est le déclin, puisque sa raison d'être, sa raison d'exister est l'uniformisation de toute forme de vie et que le progrès dont il est porteur est anthropique. La prolifération des nouvelles technologies vient masquer son déclin et donne l'illusion de la santé. Mais en vérité, dit Faye, l'Occident est un vieillard qui se prend pour un adolescent. Tout vibre, mais rien ne bouge. Ou du moins, rien ne bouge encore, car les idées et les valeurs hostiles à l'idéologie occidentale sortent tout doucement de leur sommeil. L'Occident utilise donc le développement de la technique déchaînée pour cacher à ses protagonistes son vide spirituel, le caractère purement quantitatif de son âme et la perte de toute valeur de vie. Évidemment, ce serait commettre un contresens que de lire ici, sous la plume du futur auteur de l'archéofuturisme, une critique de la technique en tant que telle. Guillaume Faye ne croit absolument pas que la technique est la cause du caractère décliniste de l'Occident. Bien au contraire. Il estime que c'est parce que l'Occident est une telle force du déclin qu'il ne permet pas de voir la technique dans toute sa beauté et dans toute sa poésie. Le divorce entre la technique, aujourd'hui prosaïque et désenchantée, dit Faye, et l'idéologie fut souvent mal compris, notamment par Spengler et Jünger. Ce n'est pas, selon nous, la technique qui constitue la cause du matérialisme, de l'uniformisme et de la déspiritualisation de l'Occident, mais c'est l'idéologie occidentale elle-même qui a fait de cette technique le moteur de sa logique mortifère. La technique est désenchantée et non désenchantement dans son essence. La raison en est ce divorce entre l'essence de la technique, qui est, comme le vit Heidegger, poétique, lyrique, faustienne, donc spirituelle et artistique, et les idéologies dominantes en Occident, qui n'assignent à cette technique que le prosaïque mécanique de la domestication par le bien-être et la finalisent comme technologie du bonheur individuel. Si la fusée Ariane ne fait pas rêver alors qu'elle qu'elle devrait représenter pour notre imaginaire la transfiguration des dieux, c'est parce que sa finalité est la retransmission des émissions de télévision, c'est-à-dire l'expression du banal le plus plat. Ainsi, quand Faye en appelle à un réenchantement de notre imaginaire collectif, il n'entend pas faire preuve de nostalgie ni de consommation muséale. Paradoxalement, c'est même dans la contemplation des fusées, c'est-à-dire dans une technique qui porte en elle le plus haut potentiel de rêve que connaisse l'humanité, qu'il voit un possible chemin de réenchantement, chemin qui sera développé dans son archéofuturisme. Mais donc, si l'Occident est le déclin, disait Faye, l'Europe, elle, est en décadence. Et c'est précisément parce qu'elle participe exclusivement de la civilisation occidentale, qui fut européenne mais qui ne l'est plus, que l'Europe est entrée en décadence. Ceux qui occupent la position d'élite européenne n'en ont pas la carrure. Leur vacuité intellectuelle est incommensurable, leur seul combat consistant à défendre la philosophie pauvre et sommaire du droit de l'homisme. De plus, leur inféodation à la civilisation occidentale les fait prendre, très concrètement, des décisions contre l'Europe, contre son indépendance, sa culture et sa souveraineté. Mais la décadence européenne est moins grave et n'apparaît pas de même nature que le déclin explosif qui porte l'Occident. Ce dernier, répétons-le, est le déclin.
il porte en lui le dépérissement de toute chose. Le déclin d'un organisme est sans rémission parce qu'il touche ses fondements et son principe. L'Occident a un principe, abstrait, c'est l'idéologie. Or l'Europe n'est pas un principe, mais un peuple, une civilisation, une histoire de nature vivante et organique et non pas mécanique. En ce sens, l'Europe n'est qu'en décadence. Elle traverse un âge sombre dont elle peut se remettre. Elle est malade et peut se guérir par autométamorphose, alors que l'Occident est inguérissable parce qu'il ne peut pas se métamorphoser, parce qu'il obéit à une logique linéaire, ignorant tout polymorphisme. Comme le formule l'historien Robert Stuckers, l'Occident américain est l'alliance de l'ingénieur et du prédicateur. L'Occident soviétique est l'alliance de l'ingénieur et de l'idéologue. Or, l'idéologue et le prédicateur perdent en ce moment même leur légitimité, leur mystique, leur enchantement. Le travail de l'ingénieur, qui n'était fondé que sur la corde raide de leur discours et qui continue pour un temps encore par effet inertiel son processus, est condamné à terme parce qu'il n'est plus alimenté. L'Europe, en revanche, est l'alliance de l'ingénieur et de l'historien. Le discours de ce dernier, irrationnel, fondé sur les profondeurs de l'imaginaire, peut sans doute entrer en crise comme aujourd'hui, mais il est inépuisable parce qu'il peut se régénérer selon le principe dionysiaque de perpétuelle efflorescence. L'Europe n'est liée à l'idéologie occidentale que de façon provisoire, dit Guillaume Faye. Ses principes de vie sont multiples. Les conditions d'une renaissance européenne sont à puiser dans une autométamorphose de l'Europe et dans l'abandon du discours occidental. Aux cosmopolites s'opposent les défenseurs de l'enracinement et aux Californiens s'opposent les nouveaux Européens. Paradoxalement, c'est peut-être parce que l'Europe fut touchée en premier par l'Occident qu'elle réagira plus fortement contre lui. Revenus de tout, désabusés, désenchantés, les nouvelles générations d'Européens désireux de défendre leur peuple ne veulent plus croire en la morale vulgaire des droits de l'homiste et des égalitaristes. Fils de la décadence, ils ne se reconnaissent plus dans la vulgate moraliste et humanitaire de l'Occident. C'est là l'effet à la fois pervers et positif du déclin de l'éducation culturelle en Europe. Au nom de l'égalité et de l'universalisme, l'idéologie dominante a négligé l'enseignement de la culture élitaire au point de la faire disparaître. Mais ce faisant, elle a également jeté le bébé avec l'eau du bain, dit Faye. Les nouvelles générations se retrouvent peut-être déculturées, privées de mémoire, ce qui était le but recherché par les professeurs du déracinement, mais aussi, ce qui est sans doute un événement considérable, débarrassées de la scolastique et des tabous des idéologies mortifères de l'Occident. Ainsi privés des sources intellectuelles qui ont fait l'Occident, ces grands concepts sacrés, comme la démocratie, la liberté, l'égalité, etc., flottent à présent dans les airs comme des corps morts dans le panthéon mental des jeunes générations. Deux voies possibles s'ouvrent alors à nous. Ou bien la fin radicale de la culture classique ne donnera lieu qu'au vide et à l'immersion dans le néoprimitivisme, ou bien elle laissera ressurgir le fond assaini de notre psychisme européen, le fond issu de notre instinct grec, comme disait Guillaume Faye. Il appartient donc peut-être aux intellectuels européens, ceux qui ne sont pas soumis aux grands dogmes de l'idéologie occidentale, de réfléchir à de nouveaux principes, à des valeurs post-occidentales et post-égalitaires capables de prendre le relais et de mettre fin à cette longue procession d'illusions. Comme le virent Hölderlin et Heidegger, nous sommes dans la minuit du monde. Or, même après la nuit la plus sombre, surgit forcément la lueur du matin. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo sur l'Occident comme déclin s'achève. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce texte de Guillaume Faye, qui est un peu moins connu que les textes qu'on cite généralement, ça m'intéresse beaucoup. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux, donc Twitter, Telegram et Instagram, et également Facebook. Je viens récemment de créer une page Facebook pour cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, si vous êtes sur Facebook, à vous abonner à cette page et à partager mes publications pour faire connaître mon travail, ça m'aide toujours beaucoup. Et je tiens également à remercier tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, m'aidant par là même à développer cette activité. Je vous remercie tous énormément. Et enfin, je voudrais terminer cette vidéo par quelques conseils de lecture, ce qui me permettra de dire quelques mots brièvement de l'évolution de la pensée de Guillaume Faye. La première partie de la vie intellectuelle de Guillaume Faye est marquée par cette critique de l'idéologie occidentale, telle que je l'ai exposée dans cette vidéo. Si cette dimension de son œuvre vous intéresse, c'est principalement vers des livres comme Le système a tué les peuples ou Nouveau discours à la nation européenne qu'il faut se tourner, ainsi que ses opuscules
l'Occident comme déclin, la nouvelle société de consommation et contre l'économisme. La plupart des textes de Guillaume Faye de cette époque sont assez difficiles à trouver, malheureusement. Néanmoins, les trois derniers textes que j'ai cités sont disponibles sous format numérique. Si cela vous intéresse, je vous mettrai un lien en description pour vous les procurer. Et la seconde partie de sa vie, inaugurée par des livres plus connus comme l'archéofuturisme ou la colonisation de l'Europe, marque un changement de perspective. Non pas que Guillaume Faye ait abandonné ses critiques de l'idéologie occidentale, égalitaire, individualiste et droit de l'homiste, bien au contraire, mais disons que face aux nouvelles menaces de l'Europe, soit très concrètement l'islam conquérant et l'immigration de masse, encore très peu perceptible en 1984 quand il écrivit le texte que j'ai présenté aujourd'hui, face à ces nouvelles menaces, disais-je, Faye a réorienté son combat principal vers une défense des peuples de souche européenne, vers une défense du germaine européen, comme il le disait lui-même. En disciple de Carl Schmitt, il avait conscience que c'était l'ennemi qui nous désignait comme ennemi. C'est pourquoi il a tenu à faire cette distinction entre les États-Unis comme adversaires, c'est-à-dire qui veulent être en position dominante, c'est-à-dire être au-dessus de nous, et nos ennemis qui veulent notre destruction pure et simple. Donc, dans cette seconde partie, en plus de la colonisation de l'Europe, les livres les plus marquants, je crois, sont Pourquoi nous combattons, Avant-guerre et La convergence des catastrophes, publié pour la première fois sous le pseudonyme de Guillaume Corvus. Et enfin, c'est dans le même esprit combatif que Guillaume Faye a rédigé son dernier essai politique, Guerre civile raciale, édité par Daniel Conversano aujourd'hui, qui est un livre explosif, rien que par son titre, évidemment, sans doute, explosif et important en ceci qu'il aborde une réalité et une situation brûlante de nos jours. Il dresse un constat impitoyable. Du coup, c'est un livre que je conseille si vous voulez découvrir la pensée finale de Guillaume Faye, si vous voulez découvrir ses ultimes réflexions. Je vous mettrai un lien en description de la vidéo pour vous procurer ce livre. Et je signale également au passage, même si cela sort du cadre strictement politique, que Guillaume Faye a également écrit un roman, édité de façon posthume également par Daniel Conversano, qui est Nederland. Je reconnais que je dois avouer que je ne l'ai pas encore lu, je le ferai immanquablement, mais je vous mettrai également un lien en description de la vidéo pour vous le procurer si vous avez envie de découvrir Guillaume Faye sous toutes les facettes de son œuvre et de sa pensée. Voilà, je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, j'espère.